Et nous avons le plaisir d'accueillir, une fois de plus, Yvan Riofol, journaliste et essayiste. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Écoutez, je comptais vous parler du sort des chrétiens d'Orient, bien entendu, et puis peut-être si on pouvait faire un point également sur l'attitude de la France face à Poutine, parce que dans le fond, ce sont deux guerres qui n'ont pas la même envergure auprès de l'opinion. Tout d'abord, je voulais vraiment exprimer chez vous ma profonde révolte au regard de l'indifférence des médias et des politiques sur le sort des chrétiens d'Orient en terre d'islam, et naturellement, et singulièrement en Syrie, où nous avons vu que plus de 1000 chrétiens, mais également des alaouites, c'est-à-dire cette branche du chiisme qui était représentée par Bachar el-Assad, qui a dû quitter le pouvoir il y a 3 mois, et que donc ces minorités ont été massacrées par des islamistes il y a peu de temps. Et l'on ne sait pas, la question est de savoir si ces islamistes-là répondaient oui ou non à des injonctions du nouvel homme fort de la Syrie, Al-Shahara, qui lui-même est un islamiste, mais un islamiste qui a été présenté par l'Occident comme étant un islamiste modéré. Moi, j'ai toujours du mal à considérer qu'un islamiste puisse être modéré, et je crains toujours cette grande naïveté de l'Occident à croire qu'à partir du moment où un djihadiste taille sa barbe et met une cravate, il devient un djihadiste présentable. Moi, j'attends de voir. Pour l'instant, je ne connais pas d'exemple d'islamiste qui se soit comporté autrement qu'en islamiste, c'est-à-dire en conquérant, voulant imposer un régime politique, un régime idéologique, une religion à tous ceux qui ne partagent pas ces préalables-là. Et donc, j'ai pensé que la diplomatie française avait été trop naïve et trop vite en besogne en saluant avec la chute de Bachar el-Assad, qui était naturellement un tyran, la fin d'une barbarie. Je ne suis pas certain que cette barbarie puisse prendre fin aussi rapidement. On verra bien naturellement ce que pense Al-Shara. On va voir s'il va pouvoir sanctionner ceux qui ont commis ces crimes-là. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que pour l'instant, l'opinion est indifférente au sort des Alaouites et au sort des chrétiens. Les Alaouites, à l'époque de Bachar el-Assad, étant ceux qui protégeaient d'ailleurs les chrétiens, qui eux-mêmes étaient protégés par la Russie. Enfin bon, le sujet est complexe dans cette région du monde où chiites et sunnites s'opposent également, ce qui complexifie à l'extrême ces communautés-là. Mais ce que je vois, et ce qui m'irrite, c'est que l'opinion est très régulièrement sensibilisée au sort des Palestiniens à Gaza notamment et en Cisjordanie. Et il y a quoi, naturellement, ne pas en voir à envier leur sort. Mais simplement, je m'aperçois que si effectivement les islamistes cherchent à travers la cause palestinienne à nazifier, dans le fond, l'État d'Israël, et derrière l'État d'Israël, l'Occident en règle générale, les chrétiens d'Orient sont l'angle mort, si je puis dire, des indignations générales. Or, il faut tout de même rappeler que les chrétiens d'Orient sont d'abord ceux qui ont été les premiers à vivre sur les terres chrétiennes avant qu'elles ne soient conquises par l'islam, et que les chrétiens d'Orient subissent depuis maintenant des années et des années une épuration ethnique épouvantable qui a fait que ces chrétiens d'Orient-là ont quasiment disparu précisément de tous les pays musulmans, en tout cas ou quasiment, enfin majoritairement, que ce soit en Syrie, en Irak ou n'importe où ailleurs. Or, je n'entends pas les protestations de tous ceux qui effectivement ont pris pour vocation de défendre les minorités et qui, au prétexte que ces minorités seraient des minorités simplement chrétiennes, donc peu indifférentes à l'opinion publique, laissent tomber ces chrétiens d'Orient-là. Il y a effectivement des guerres qui sont amenées, mais je ne suis pas sûr que les guerres soient prioritairement amenées face aux Russes. Ces guerres seraient prioritairement amenées, de mon point de vue, face à cet islam radical. Et c'est en cela que je voulais aborder avec vous ce deuxième point, qui était de savoir si comment on pouvait juger de l'attitude de Macron face à la Russie. Et moi, personnellement, je trouve que ce bellicisme affiché par Emmanuel Macron face à la Russie est un bellicisme irresponsable dans la mesure où le processus de paix est actuellement enclenché entre les États-Unis, la Russie
sous l'égide de l'Arabie saoudite. Il y a une réunion encore aujourd'hui même pour aller au bout de ce processus de paix. Et tandis que ce processus de paix est enclenché, vous avez Emmanuel Macron qui, avec une partie de l'Europe, et encore aujourd'hui en s'y réunissant à Paris, je crois, cherche à entraver ce processus-là au prétexte d'éviter une capitulation de l'Ukraine et donc cherche à jouer les prolongations dans une guerre, de mon point de vue, inutile et en alimentant des peurs. Alors j'ai entendu que l'Élysée contestait effectivement l'analyse qui avait été faite par le JDD ce dimanche d'une surenchère de la peur artificielle qui aurait été diligentée par l'Élysée, mais moi je pense qu'il suffit de lire les propos d'Emmanuel Macron pour se convaincre du contraire. Il y a bien de la part d'Emmanuel Macron une volonté d'hystériser cette guerre, et il suffit de s'en remettre à ses déclarations en disant qu'il voyait dans la Russie une menace existentielle pour la France déjà. Donc les mots sont clairs. Et en plus, si ces mots n'étaient pas suffisamment clairs, je rappelle ce qu'il a pu dire mercredi soir à la télévision parlant de la Russie. La Russie du président Poutine viole les frontières pour assassiner des opposants, manipule des élections en Roumanie, en Moldavie, organise des attaques numériques contre nos hôpitaux, tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Donc on voit que là encore, il y a des amalgames entre des faits avérés. En effet, il y a des opposants russes qui ont été assassinés sur le sol européen, sur les sols européens ou français, mais il y a également d'autres soupçons qui n'ont pas été étayés. Et là, donc, il y a une sorte de complotisme qui mêle faits avérés et soupçons qui mériteraient d'être prouvés. Et cette même technique avait été appliquée pour décrédibiliser les Gilets jaunes, dont Macron avait dit d'eux le 31 décembre 2018 qu'il s'en prenait aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers et aux homosexuels. Donc on voit bien que maintenant il y a une instrumentalisation des peurs, des peurs fictives. On avait vu ça avec le Covid également, on avait vu ça avec les Gilets jaunes. Et je trouve cette méthode, je n'ai aucune sympathie pour la Russie de Poutine, je déteste les dictatures, je déteste les régimes autoritaires, mais je déteste aussi, quand il s'agit des démocraties, ces manipulations d'opinion et ces fabriques de la peur. Or, nous sommes dans une fabrique de la peur, alors même que la France, qui se voit un ennemi officiellement à travers la Russie, a effectivement un ennemi dramatique et très subtil, qui est l'islam radical. J'en avais parlé la semaine dernière chez vous, je ne vais pas m'y approfondir, mais simplement je note auprès de nos auditeurs que François Fillon lui-même, dans une très longue interview et très intéressante interview à Valeurs Actuelles, nous rappelle également que l'ennemi principal pour la France aujourd'hui, ce n'est pas la Russie, pardon, mais c'est cet islam totalitaire, cet islam conquérant, cet islam colonisateur que l'on ne désigne pas. Et c'est ceci qui est révoltant de la part de tous ces discours bellicistes ou de ces soi-disant résistants qui se couchent devant cet islam qui, dois-je le rappeler, nargue naturellement tous les communautarismes, tente de subvertir une partie de la communauté musulmane et surtout laisse Boualem Sansal et l'Algérie dans l'indifférence d'Emmanuel Macron qui mime un discours guerrier quand il s'agit de Poutine et qui se couche face, en tout cas, à l'Algérie et face à cet islam radical-là. Donc, voilà quelle est mon irritation du moment. Et je pense que s'il y a un véritable ennemi dans le fond, et pour être très polémique, cet ennemi-là, ça devient le président de la République lui-même quand il occulte une partie des dangers pour essayer de mener des guerres inutiles et en plus des guerres qui sont tout à fait meurtrières. Voilà quelle était, alors je ne sais pas si on a encore le temps de parler, de bavarder ou pas. On a voilà, une minute. C'est l'irritation du moment. C'est une irritation que nous partageons tous, et vous avez raison. Au bout du compte, on a l'impression que c'est Emmanuel Macron qui devient le principal danger de la France à force de la jeter dans les aventures inconsidérées et de continuer à ruiner le peu de crédit dont la France jouit. Il nous reste 30 secondes si vous avez envie de réagir. Non, mais je suis d'accord avec ceci. Je pense qu'en effet, on ne voit pas aujourd'hui quels sont les véritables dangers. Nous sommes dans une révolution du réel qui nous oblige à voir quelles sont effectivement les réalités qui nous assaillent. Et je fais procès, comme vous, à Emmanuel Macron de ne pas être à la hauteur de sa fonction et de consolider plutôt son propre pouvoir en alimentant des peurs fictives, en laissant croire qu'il a une résistance. Et encore une fois, c'est une résistance qui se plie face à cet islam radical qui, lui, a violé nos frontières très, très,
pas symboliquement, qui très physiquement violé nos frontières, mais ces frontières-là n'intéressent pas Macron. Merci beaucoup Yvan Riofol et à la semaine prochaine.